cette année 2015 et des prochaines années, c'est la transformation digitale. Bonjour, je m'appelle Michel Diaz, je suis directeur associé à FEFOR, qui est un cabinet spécialisé dans les études et le conseil en stratégie digital learning. Je suis aussi directeur de e-learning Letter, qui est le premier web média d'information professionnelle sur le digital learning en France. Je vous remercie de nouveau pour être si nombreux. Vous êtes des milliers chaque année à suivre nos conférences en ligne, ce qui est une grande fierté pour nos équipes, et j'espère qu'il en sera de même sur l'année 2015 avec un riche programme. Et puis j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année, en espérant qu'elle se poursuive sur un climat plus serein qu'elle n'a commencé. Merci à tous les deux. Avant de commencer, quelques informations d'ordre pratique. Tous les participants ont leur micro coupé. Vous pouvez toutefois nous envoyer vos questions par le biais du panneau, panneau de configuration GoToWebinar avec la fenêtre questions. Alors, je vais laisser tout de suite la parole à notre premier intervenant qui est Michel Diaz, qui va nous restituer le livre blanc sur la transformation digitale de la formation. Xavier Sillon enchaînera pour donner son point de vue sur cette transformation et nous conclurons par des échanges avec une séance de questions-réponses. Un dernier point, le livre blanc vous sera envoyé fin de semaine prochaine. Michel, c'est à toi. Oui, merci Aude. Alors, effectivement, je vous convie à une petite promenade sur un sujet qui est très vaste et sur quelques conclusions, pas toutes, que j'ai tirées du nouveau livre blanc que vous recevrez bientôt, comme l'a indiqué Aude. Et peut-être pour mieux prendre conscience de l'audience aujourd'hui, je vous propose de répondre à deux questions qui portent justement sur la transformation digitale de la formation. À toi, Aude. Donc, la première question, pour vous, la transformation digitale de la formation, c'est, et vous avez la possibilité de sélectionner une des trois réponses. Ça peut être la transformation digitale des offres, c'est-à-dire au fond la transformation des formations que vous proposez, aussi bien en termes de produits que de services aux apprenants de votre entreprise ou à l'extérieur si vous êtes un organisme de formation ou que vous faites de la formation étendue. Ça peut être aussi la transformation de la fonction formation elle-même, c'est-à-dire de son organisation, de ses processus, etc., en vue d'ailleurs de délivrer des offres transformées. Ça peut être aussi les deux. Donc, je vous remercie de choisir la bonne réponse pour vous. Voilà, on a déjà l'essentiel du panel présent en ligne aujourd'hui qui a répondu à cette question. Et la réponse, c'est bien les deux. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. 92% et de très très loin. Bon, je crois que ça traduit, je laisserai peut-être Xavier réagir aussi là-dessus, mais ça traduit à mes yeux la conscience très claire que les professionnels de formation ont que la transformation des offres ne pourra se faire sans une transformation, voire une réinvention de la fonction formation. C'est ce qui apparaît ici. Xavier, quel est ton avis sur les réponses au sondage ? Ben, je partage ces réponses, je suis étonnamment et avec intérêt surpris des 92%. J'aurais dit 70, 75, ça aurait été déjà quelque chose d'intéressant. 92, ça montre bien, je pense, la prise de conscience de chacun que autant il y a peut-être encore 5 ans, les 3, 4, 5 ans, tout ce qui touchait au digital était en fait simplement un outil ou un canal pour faire de la formation comme on pouvait le faire il y a 10 ans, et qu'il y a une prise de conscience ces dernières années qui est beaucoup plus significative que celle que j'aurais imaginée, que eh bien, les technologies, les débits, les réseaux, toute cette transformation digitale, eh bien, ça passe par une révolution, une réforme et un changement sur la façon de faire en tant que tel, en utilisant les technologies, et pas simplement comment je vais, si vous me permettez l'expression, faire de la formation traditionnelle, classique, présentielle, à distance. Eh bien, cette transformation des métiers et des services, c'est bien l'illustration de l'orientation des organisations pour se transformer et faire les choses différemment avec ces nouvelles technologies. On peut passer à la deuxième question.
comment qualifieriez-vous le stade d'avancement de cette transformation de votre entreprise? Et là aussi, vous avez la possibilité de sélectionner une réponse. Nous n'avons pas commencé à délivrer du e-learning. Nous délivrons du e-learning seul ou avec du présentiel, essentiellement d'ailleurs dans un mode de type juxtaposition, comme on peut le trouver souvent aujourd'hui encore dans le e-learning. Troisième option, notre digital learning intègre les apprentissages informels, sous-entendu en complément des formations structurées habituelles d'un e-learning et autres. Et quatrième possibilité, nous avons réinventé nos offres de formation et notre organisation. Voilà, vous avez une trentaine de secondes pour répondre. Vous êtes 71%, 73%, 80% à avoir répondu, donc je pense que on peut clôturer le sondage. Alors voilà qui est de nouveau intéressant, qui ne me surprendra pas d'ailleurs dans mes activités de consultant digital learning pour les entreprises. La première réponse, et de loin, c'est celle d'un e-learning combiné avec du présentiel. Et évidemment qui est encore loin d'intégrer les apprentissages informels, mais 15% tout de même ont répondu que les offres ont été réinventées et l'organisation aussi, hein, ça c'est intéressant. Quant au panel aux membres du panel qui n'ont pas délivré du e-learning, vous êtes quand même 15%, ce qui est encore relativement important. Donc il y a aujourd'hui encore des entreprises qui effectivement n'ont pas démarré dans cette approche. Xavier, ton commentaire? Eh bien, je dirais que ça montre, la première question montrait la prise de conscience globale. 92%, quasiment 100% des personnes ont bien saisi que ce n'est pas simplement une affaire de fournisseurs, de partenaires, mais c'est une affaire de process, d'organisation, d'équipe, etc. Par contre, cette question, elle montre bien que le chemin qui reste à parcourir, et je trouve ça très intéressant, que tout le monde ait pris conscience et qu'on ait une photographie plus opérationnelle avec cette question de ce qui se passe aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup de grains à moudre et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et c'est nos rôles respectifs à nous, FIFOR en tant que conseil et Vodéclic en tant que fournisseur d'une solution, continuer à évangéliser, à expliquer et à démontrer avec des résultats et un retour sur investissement que cette transformation digitale, eh bien, elle doit aller au-delà de ce que vous faites aujourd'hui. Très bien. Alors, on va passer donc, après ce sondage, à la suite ou plus exactement au début de l'exposé. Alors, je me suis livré à une petite collecte sur le web d'articles qui traitent de la rupture ou de la transformation digitale. Alors, évidemment, on n'a que l'embarras du choix, parce qu'il n'y a pas une journée, pour ne pas dire, il n'y a pas une heure qui passe sans que la presse imprimée ou la presse web ne se fasse écho finalement de la transformation digitale qui est en train de travailler la totalité des secteurs d'activité. La santé, par exemple, aujourd'hui on sait que les autorités utilisent le web pour déceler des épidémies qui sont en train de naître en analysant les requêtes sur Google, et c'est vrai que on peut se dire qu'une épidémie de grippe, par exemple, parce qu'il y a un afflux de questions sur une brusque montée de température, est peut-être en train de naître dans une zone géographique. Donc voilà un exemple d'apport ou de transformation apportée par le digital. Concernant, par exemple, l'assurance, retenons cela, le numérique va bouleverser les fondamentaux de l'assurance. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est le PDG d'AXA France, mais évidemment, ça renvoie la balle dans le camp du département formation, c'est-à-dire quel relais va-t-il donner dans son propre domaine à cette prise de conscience qui est partagée au plus haut niveau de la compagnie d'assurance. On trouve évidemment le même type de discours dans le retail, dans le commerce, la grande distribution. Le digital vient bouleverser le commerce, comment réinventer le magasin à l'heure du digital, etc. Alors, ce qui est intéressant dans ces exemples, c'est qu'ils fournissent autant d'analogies, aussi bien en termes de problématiques que de solutions,
aux activités formation d'entreprise, parce que cette réinvention du magasin à l'heure du digital, elle nous parle évidemment de la réinvention de la salle de formation, comment la réenchanter, comment réenchanter le présentiel à l'heure du digital. Je pense que le responsable formation a tout intérêt à évidemment s'informer sur la façon dont le retail essaye de réenchanter le magasin pour tirer s'inspirer de solutions peut-être qui pourraient être adaptées au domaine de la formation. Alors, la rupture digitale vient évidemment avec son lot d'inquiétudes. Il y a l'exemple des facteurs canadiens ou des journalistes. On sait très bien aujourd'hui, et c'est ça qui est étonnant et qu'on n'attendait pas, c'est que ces transformations, ces inquiétudes pèsent aussi sur des métiers qu'on imaginait totalement à l'abri de cette transformation digitale et d'une quelconque menace apportée par le numérique. Alors, il y a un article aussi qui m'intéresse beaucoup, Presse et Internet, l'autocritique du New York Times est passionnante. Effectivement, il y a un bel article qui est sorti là-dessus et qui montre que le New York Times dit très clairement, on n'a pas anticipé cette rupture digitale, et si on avait été plus présent, si on y avait réfléchi, sans doute est-ce qu'on aurait eu la possibilité, comment dirais-je, d'agir et de ne pas subir. Que cela aussi soit une espèce d'incitation pour la formation. Alors, je disais, on n'a que l'embarras du choix. J'utilise un outil qui s'appelle Evernote, qui est un outil qui me permet de faire ma veille et de consolider ma veille sur mon ordinateur et sur le web. J'ai une étiquette qui est l'étiquette rupture pour accrocher à des articles de ce type-là qui m'intéressent. Et en fait, on pourrait en avoir des centaines et des centaines. Je ne vais pas évidemment vous dérouler ce que vous avez sous les yeux, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il existe des études sur le web, par exemple l'étude de McKinsey sur les 12 technologies qui vont changer le monde et tuer les emplois. Donc là aussi, vous pouvez imaginer quelle transformation attendent les métiers de la formation. Évidemment, le digital touche des métiers, alors là qu'on n'aurait pas du tout, des secteurs qu'on n'aurait pas du tout imaginés. Par exemple, on peut se poser la question de savoir, il suffit d'aller jeter un coup d'œil sur les essais de la YouTube Car qui sont intervenus au mois de janvier. Si demain Google ne sera pas une marque de l'automobile, voire un industriel de l'automobile, etc., etc. Je ne vais pas épiloguer sur les exemples qui sont donnés dans la formation, puisque c'est le sujet même de notre exposé du jour. Donc, je crois qu'il y a un premier conseil que je peux apporter aux responsables formation, c'est votre mission aujourd'hui, c'est aussi de déchiffrer la rupture digitale. Et pour déchiffrer la rupture digitale, imaginez effectivement ce que pourrait être, développer une vision de ce que pourrait être votre département formation, vos services, votre transformation à l'horizon de 3 à 5 ans. Il est intéressant d'aller jeter un coup d'œil à l'extérieur. Alors maintenant, quelques observations sur quelques invariants en quelque sorte sur ce qu'on vient de voir dans les exemples précédents. D'abord, ce qui me frappe, c'est l'universalité, ce que j'appellerais comme tel, de cette rupture digitale. Elle concerne apparemment tous les particuliers, toutes les entreprises. Et quand on parle d'entreprise, on parle de tous les secteurs d'activité et de toutes les activités au sein même d'une entreprise. Et ce n'est pas le Consumer Electronics Show qui vient de se dérouler à Las Vegas, où d'ailleurs les startups françaises ont très bien joué leur carte, qui me convaincra du contraire. Aujourd'hui, notamment avec les objets connectés, on touche absolument tout le monde et tous les métiers. Autre chose qui me frappe, c'est l'abolition des frontières. Alors, frontières géographiques, ça va de soi, mais frontières aussi entre les cultures, d'ailleurs avec le risque d'un aplatissement des différentes cultures qui peuvent exister dans les géographies. Ça, c'est une première frontière qui saute. Une deuxième frontière qui saute, c'est celle qui est entre la vie privée et la vie professionnelle. Et ça, je crois qu'on en a tous conscience avec notre smartphone, par exemple. Il est utilisé à titre professionnel, à titre privé, et parfois on se mélange un petit peu dans les deux. Abolition des frontières entre les services en silo au sein d'une même entreprise, mais aussi entre ceux qui ont accès au savoir, ceux qui n'y avaient pas autrefois. Et puis, avec cette abolition des frontières, je dirais qu'il y a un deuxième mot-clé qui m'intéresse, qui est le mot d'accélération, parce que, évidemment, le temps qu'on passait à passer la frontière est en train de disparaître.
Alors on pourrait en parler, les frontières dans le monde physique ont disparu très largement en Europe. Je me souviens de la première fois où je n'ai pas eu à présenter mon passeport quand il a fallu passer une frontière de la France, par exemple, à l'Espagne, où c'était très très surprenant, il n'y avait plus de file d'attente, il n'y avait plus rien. Bon, donc effectivement, la disparition des frontières accélère la circulation des biens, des services, de l'information, etc. Un troisième invariant qui me semble intéressant aussi dans les exemples qu'on a vu de voir, c'est le premier rôle qui est donné aux consommateurs. C'est-à-dire que les offres sont vraiment conçues à partir d'eux et pour eux et dans une amélioration continue. Et d'ailleurs, on parle de moins en moins de produits, de plus en plus de services, parce que le consommateur, il n'achète pas un produit au fond, hein, ou il ne loue pas un produit. Ce qu'il va acheter, c'est un usage. Hein. Par exemple, la possibilité de me déplacer plutôt que d'acheter une voiture. Et on sait très bien le fort développement du covoiturage, le fort développement de la location de voitures, etc. Et le moindre appétit, notamment pour les jeunes générations, pour l'achat effectivement de ce bien qui est la voiture. Autre point qui m'intéresse, et on verra évidemment après tout ça les prolongements de l'information, c'est cette question de tribu. On le voit bien dans les forums et les réseaux sociaux, hein, où les consommateurs vont s'informer après avoir acheté une marque ou avant évidemment d'acheter une marque, où les personnes participent à ce qu'on appelle la nouvelle économie du partage. Je parlais par exemple du covoiturage, on pourrait parler aussi de Airbnb, etc., la possibilité de laisser son appartement, de louer son appartement quand on part en vacances, que sais-je. On pourrait aussi parler de ce monde de la santé où les patients s'échangent beaucoup d'informations sur les bonnes pratiques, des conseils, etc. Bref, l'émergence véritablement de tribus autour desquelles les entreprises ont essayé finalement de fédérer une cause. Désintermédiation, optimisation. Alors, la chaîne de valeur, elle est bouleversée. Hein. C'est très clair qu'il y a une remise dans les exemples qu'on a vus précédemment en cause entre des intermédiaires entre l'offre et la demande. Si l'on prend par exemple les compagnies d'assurance, on sait très bien qu'aujourd'hui un certain nombre de polices sont achetées en ligne, de plus en plus d'ailleurs, et que les courtiers, les agents généraux sont mis à mal et qu'ils essayent de trouver effectivement leur nouvelle place dans cette chaîne de valeur, ce qui n'est pas toujours simple. Donc le digital est un redoutable concurrent de ce point de vue-là, parce qu'on sait qu'il permet une très forte réduction des coûts, ce que j'appelle ici optimisation. Et ces deux choses, hein, désintermédiation et optimisation, aussi vont être prolongées dans la formation. Alors, innovation à tous les étages. Innovation, dans ce qu'on a vu, c'est pas seulement une innovation en termes d'outils, on ne se contente pas de changer d'outils, je veux dire, le digital, c'est pas une informatique améliorée. On se contente pas non plus de changer de processus et d'organisation, et pourtant ce serait déjà plus important. Ça va beaucoup plus loin, c'est une innovation en termes y compris de modèle économique, c'est une innovation qui fait apparaître des innovateurs, hein, des personnes qu'on n'attendait pas, qui vont venir concurrencer des marchés alors qu'on n'imaginait pas un instant qu'ils viendraient s'installer, et avec une proposition de valeur qui est tout à fait intéressante. Hein. Alors le cloud, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais grosso modo, le web est partout. Hein. D'ailleurs, plutôt que de digitalisation, on pourrait aussi parler de webisation, c'est-à-dire que c'est les services, c'est les protocoles, c'est le design du web qui donne un petit peu le ton. Voilà quelques observations que je voulais faire sur ces exemples, et je voudrais maintenant les ramener au domaine de la formation. Alors, concernant l'universalité, effectivement, alors peut-être avant d'ailleurs de parler de la formation pour tous et de l'universalité, je vois qu'il y a un point précédent que je voudrais mentionner concernant effectivement le e-learning et le digital learning. Bon, inutile de dire que le digital learning travaille la formation depuis une quinzaine d'années. E-learning, Serious Game, LMS, etc. Tout ça, on sait ce que ça veut dire. On est très loin aujourd'hui, d'ailleurs on l'a vu dans le sondage, 15%, d'avoir intégré les apprentissages informels, sociaux, expérientiels, etc., dans les modèles qu'on pourrait appeler les modèles blended learning 70, 20-10, et je n'y reviens pas parce que j'ai beaucoup écrit là-dessus. Vous pouvez vous y ramener sur des livres blancs d'ailleurs qui sont disponibles sur le site de FEFOR. Mais effectivement, on est en train de glisser imperceptiblement de ce e-learning et de ce blended learning très linéaire, associant
de façon séquentielle du e-learning amont à des regroupements présentiels, du e-learning aval, chaînant ce type de cellules à des dispositifs qui sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus en prise avec les attentes des apprenants notamment. Donc il y a une échelle de maturité qui est en train d'être parcourue aujourd'hui, montée dans les entreprises. On aura l'occasion sans doute d'y revenir. Donc la formation pour tous, je le disais, c'est un peu le pendant de l'universalité. Bon, et des thématiques pour tout le monde aujourd'hui. Je dirais preuve par les MOOC et preuve par vos déclics, si Xavier me permet cela. Vos déclics, c'est bien l'exemple aujourd'hui que la formation bureautique est accessible, ou sur des tas d'autres outils d'ailleurs digitaux, est accessible à tous dans un nombre de références qui est absolument considérable, plus de 20 000 ou 25 000 si mon actualité est à jour. L'abolition des frontières. Elles existaient entre le travail et l'apprentissage. Je crois qu'on est en train de les voir disparaître aujourd'hui. On est en train de prendre conscience que, notamment dans le modèle 70-20-10, travailler c'est apprendre et apprendre c'est travailler. Et concrètement, il n'y a aucune raison de considérer qu'une ressource numérique, par exemple, n'est utilisée qu'au service d'un apprentissage sous forme d'événement à un moment donné dans l'année et qu'elle ne puisse pas être utilisée quotidiennement, en temps réel, au moment où on en a besoin, en termes de support à la performance du collaborateur. Donc je crois qu'il y a une chaîne maintenant continue qui va d'apprendre, de se former à être plus performant, et qui passe par développement des compétences, donc se former, développer ses compétences, être plus performant, et qu'il y a un resserrement de cette chaîne, et que les articulations, les frontières qui existaient entre ces différents éléments autrefois sont en train de disparaître. De même que la question de apprendre dans la douleur ou apprendre dans le plaisir. Évidemment, les entreprises cherchent à promouvoir cette notion de plaisir qu'il y a à apprendre. Là aussi, je ne garderai pas de citer vos déclics parce que je trouve que l'expérience intéressante, qui chez des clients a permis finalement à des salariés à la fois de se former sur les outils bureautiques à usage professionnel et aussi sur des outils digitaux, Photoshop et autres, qui peuvent relayer une passion, un hobby du salarié, donc à son domicile ou ailleurs, en tous les cas à titre privé. Je crois qu'il s'agit effectivement d'une frontière qui va progressivement disparaître, et tant mieux parce que ça conditionne évidemment l'engagement de l'apprenant dans sa, comment dirais-je, dans ses apprentissages. Alors, justement, puisqu'on parle d'engagement de l'apprenant, je parlais de l'orientation consommateur tout à l'heure, ça se traduit par l'orientation apprenant et l'expérience apprenant, évidemment, dans le domaine de la formation. Le premier rôle va à l'apprenant, la satisfaction de ses attentes et des modes de consommation vont orienter, et c'est ça le conseil, tout le design des offres, leur processus de conception, de production, de diffusion, d'amélioration continue. Cette expérience apprenant, je le disais, elle est essentielle parce que c'est la qualité, c'est sa qualité qui va conditionner l'engagement du salarié dans sa formation. Et du coup, vous devez, vous, responsables formation, délivrer des offres, finalement des expériences individuelles qui sont proches de l'expérience individuelle que le salarié, qui est par ailleurs un consommateur, peut avoir en tant que consommateur donc comment dirais-je, de ressources web et autres. Et ça, c'est pas toujours très simple, évidemment, de construire des portails de formation qui sont, à défaut d'être comparables au web, ne s'en éloignent pas trop. Et il y a cette notion de voix du client, écouter la voix du client, en tenir compte dans le design des offres, partir de lui, qu'on pourrait prolonger par la notion de voix de l'apprenant, c'est-à-dire pratiquement comment vous mettre en position d'écouter et d'accueillir la voix de l'apprenant pour délivrer les offres dont il a besoin et dont les métiers ont besoin d'ailleurs. Le collectif. Alors, employee first, oui, il ne faut pas que je passe à côté parce que c'est une notion qui est extrêmement importante, mais comme je crois que j'en parlerai plus tard, je vais passer directement à l'émergence des collectifs d'apprenance. Collectif d'apprenance, bon, là aussi, le digital offre la possibilité d'un échange dans la
dans la durée. Souvenez-vous du formateur qui aura bien voulu, à la fin de son présentiel, maintenir dans la durée, finalement, un échange avec ses apprenants. Aujourd'hui, c'est possible en ligne. On sait que les apprenants se livrent à de multiples activités communautaires, ils mettent leur profil et leurs compétences en ligne, ils notent les ressources, ils commentent, ils suggèrent, ils posent des questions, ils y répondent. En fait, l'enjeu pour le département formation, c'est comment animer, nourrir ces communautés d'apprenance, comment lancer des défis pour les mobiliser, comment, évidemment, c'est un autre deuxième défi très fort, identifier et sélectionner les meilleures contributions, comment reformuler ces contributions pour les intégrer dans la base de connaissances de l'entreprise, et puis, d'une façon générale, quelle bonne distance à trouver par le département formation entre trop d'interventions ou pas assez d'intervention, trop de formalisation ou pas assez de formalisation. Là, il y a un vaste chantier qui est tout à fait passionnant. Redistribution des cartes. Je parlais des intermédiations précédemment, ça vaut évidemment pour la formation. Bon, il y a beaucoup d'entités, d'organismes qui se posent des questions. Les OPCA essayent de réinventer leur métier, on le sait, hein, tout simplement parce que le web met directement en relation finalement l'offre et la demande de formation. Les organismes de formation sont touchés aussi par cela. Ils sont touchés d'ailleurs par une deuxième chose, c'est qu'une partie du présentiel disparaît au profit du digital. Donc il ne s'agit pas seulement là de désintermédiation, mais même de disparition de pans d'activité. Cette désintermédiation, ça vaut aussi pour le département formation. Moi, j'ai connu l'époque où les responsables formation asseyaient leur pouvoir, en quelque sorte, sur des armoires pleines de catalogues, parfois de milliers de pages qu'ils recevaient chaque année. Donc, ils étaient le passage obligé des apprenants, des métiers, pour s'informer sur tout ça. Aujourd'hui, les catalogues n'existent plus, ou alors s'ils existent sous forme papier, cherchez l'erreur. En tous les cas, ils existent sur le web, et du coup, ils sont accessibles directement aux demandeurs de formation. Donc, ça, c'est un exemple, mais on pourra imaginer beaucoup d'autres exemples sur la désintermédiation qui menace aussi le département formation. Et puis, alors, il y a une autre chose qui est très importante, c'est le terme de complexification dans cette redistribution des cartes, parce que la multitude de ressources diverses et variées digitales qui existent aujourd'hui impose finalement des normes, des compétences de développement, etc., qui n'existaient pas autrefois. Ça rend les choses très complexes. Et ça rend les choses encore plus complexes si on sort de l'ingénierie pédagogique de chacune des ressources pour se hisser au niveau de l'ingénierie de formation, c'est-à-dire l'association, l'agencement de l'ensemble de ces ressources dans des modèles plus développés qui impliquent aussi les apprentissages informels. Bref, il y a beaucoup de travail et il ne s'agit pas dans ces innovations de se contenter de saupoudrage. Or, le sondage montre qu'on est encore un peu dans ce saupoudrage, parce que le blended learning 1.0, e-learning plus présentiel, plus e-learning, plus présentiel, plus e-learning, c'est très largement du présentiel auquel on a ajouté, qu'on a un peu saupoudré de e-learning, et on est très loin de cela aujourd'hui. L'enjeu, c'est de réinventer la formation grâce au digital. On pourra évidemment en parler longuement. Je laisserai à Xavier Elscoin de parler du cloud après, puisque la plateforme Vodéclic en est un excellent exemple. Mais enfin, LMS, plateforme intégrant services et ressources comme Vodéclic, les données apprenants, les contenus pédagogiques, etc. On sait aujourd'hui que tout ça est ou sera majoritairement dans le cloud. C'est le nouvel environnement des départements formation. Ce sont évidemment des nouvelles approches que doit s'approprier le département formation. Alors, j'ai entendu que la sonnerie me rappelait que j'allais devoir terminer rapidement. Donc, je voudrais, au fond, insister maintenant sur quelque chose, sur la place centrale que le digital learning et que, du coup, le département formation va jouer dans la transformation digitale de l'entreprise. Et peut-être insister sur une première chose. J'ai parlé de la possibilité de s'informer sur la rupture et les transformations digitales en allant chercher à l'extérieur. On peut évidemment chercher dans sa propre tête et faire une espèce de self-auscultation.
le responsable formation, le professionnel de formation, c'est aussi lui-même un consommateur de web, c'est aussi un consommateur digital, donc il sait très bien au fond ce qu'il attend du digital. Il s'agit de supprimer la cloison qu'on a dans le cerveau entre d'un côté le consommateur digital que nous sommes et d'un autre côté le concepteur ou le développeur ou le formateur pour se mettre du coup à la place finalement de ce qu'on pourrait apporter comme service et contenu aux apprenants. Et puis il y a évidemment une troisième source d'information extrêmement importante, ce sont les métiers de l'entreprise. Dans votre entreprise, la transformation digitale a déjà commencé dans certaines activités, dans certains métiers. Évidemment, le département formation peut se nourrir auprès et nouer d'ailleurs un nouveau lien avec ces métiers en allant chercher de l'information, en observant, en analysant ce que le digital, la façon dont le digital est en train de transformer ces métiers, ces activités dans les différents pans de l'entreprise. Au passage, le responsable formation, il gagne une nouvelle légitimité, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse justement à des problématiques clés des métiers aujourd'hui, qui est cette transformation digitale. Il y gagne une information qui lui permet d'ailleurs de se synchroniser avec les métiers de l'entreprise et de s'inspirer des transformations qui sont en cours d'entreprise pour le département formation lui-même, tout en étant, je dirais, avec une convergence de degrés de maturité avec les métiers. Donc ça me semble extrêmement intéressant, avec évidemment un effet retour, c'est-à-dire que le pôle formation est amené à devenir un pôle de compétences digitales, et particulièrement sur tout ce qui touche à l'accompagnement de tous les métiers de l'entreprise dans leur transformation digitale. Donc là, il y a vraiment un territoire à conquérir qui est tout à fait important. Et c'est la raison pour laquelle je parle d'employee first, les salariés d'abord. N'oublions pas une chose, c'est que demander à un salarié d'être dans une orientation client, de servir toujours mieux, toujours plus vite, d'être à l'écoute des clients de l'entreprise, c'est quelque chose qui passe évidemment par le fait que l'entreprise elle-même doit adopter le même comportement vis-à-vis de ses salariés. Sinon, il y a une contradiction, c'est que c'est absolument insoutenable pour les salariés. Grosso modo, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Donc, employee first, c'est d'ailleurs un phénomène qui est en train de naître dans le monde anglo-saxon. C'est très important, je dirais. Et le responsable formation a là les clés de cette transformation, cet apport de culture digitale et de culture client aux salariés. Alors, pour ça, évidemment, il faut que la formation soit exemplaire. Pas seulement dans les offres de services et de produits qu'elle propose aux salariés ou d'ailleurs aux partenaires externes de l'entreprise, mais aussi exemplaire dans sa propre transformation. Et là, moi, je relève quand même 3 enjeux du digital learning dans cette histoire, et c'est pour ça que je parle de digital learning moyen à preuve. Le premier enjeu, c'est que le digital learning, c'est un moyen de formation, comme c'est une action de formation, grosso modo, comme n'importe quelle formation, présentielle, etc. C'est-à-dire qu'elle a pour but de développer les compétences du salarié ou les connaissances du salarié sur tel ou tel domaine. Voilà qui importe grandement. Deuxième enjeu, c'est souvent dans l'entreprise, pour les salariés, le premier contact finalement de cette transformation digitale, premier contact avec le digital, donc exemplarité, quelles sont les ressources, les services que vous allez apporter. Et puis troisième enjeu, c'est la possibilité offerte d'une analogie pour les salariés. C'est-à-dire que ce que vous sortez finalement d'offres de services et de produits en termes de digital learning, c'est quelque chose qui va inspirer les salariés sur ce qui les attend finalement dans la propre transformation digitale de leur métier. Donc, je pense que vous avez un rôle extrêmement important là-dessus. Je ne vais pas développer sur l'université d'entreprise et l'académie digitale, on pourra en reparler parce que je manque de temps. Et je voudrais juste finalement insister maintenant sur quelque chose. Je me garderai bien de définir de façon trop rigoureuse la transformation digitale de la formation, parce que les choses évoluent à une telle vitesse que la définition serait obsolète à peine aurait-elle été donnée. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de vous proposer finalement ce que j'appellerais un peu pompeusement un champ sémantique, c'est-à-dire que quand on parle de transformation digitale ou de digital learning, etc., on se réfère à tout un ensemble de mots-clés, d'expressions clés, de concepts
Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est ce que vous allez voir apparaître, ce que vous lisez un peu partout, mais derrière chacun de ces concepts, il y a évidemment des choses qui sont beaucoup plus précises et je vous engage à creuser, par exemple la notion de data, la notion de design, je vous engage à creuser ce qu'est le pull, ce qu'est le push, de voir quelles expressions ils peuvent avoir dans le domaine de la formation. Alors ça, déjà, c'est important. Et puis, évidemment, ces mots, ce sont des mots c'est un nuage de mots, hein, sans vouloir faire de l'humour, mais on est bien dans le cloud, mais c'est aussi des mots qui sont en relation, en résonance les uns avec les autres. Il y a des chaînes là-dedans. Par exemple, on pourrait isoler les termes de design et d'expérience apprenant et montrant que finalement, la qualité de l'expérience apprenant, elle dépend pas seulement, mais elle dépend aussi du design. Et donc, il y a la possibilité de jouer là-dessus. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est ça, c'est de prendre ces mots-clés, d'en supprimer, d'en rajouter, de mettre ces mots-clés comme les tags, finalement, de votre veille en tant que responsable formation, et puis de faire évoluer cela dans le temps en fonction de vos besoins. Voilà ce que j'avais à dire, et j'étais un peu plus long que prévu. Je vous remercie beaucoup de votre attention sur mon exposé, et je vais maintenant laisser la parole à Xavier. Merci. Merci Michel. L'idée pour nous, quand on a préparé tout le livre blanc que vous recevrez la semaine prochaine, et puis ces slides dans le cadre de ce webinaire, on s'est dit que c'était bien effectivement de conclure sur une sorte de nuage de mots-clés, de les partager. Après, vous trouverez votre bonheur là-dedans, et j'en ai sélectionné quelques-uns que je peux essayer de commenter avec vous. Alors, le cloud, effectivement, c'est le cœur de notre solution, et donc à ce titre-là, on peut en parler. Il y a beaucoup de façons d'appréhender le cloud. Pour nous, ce qui est important, c'est d'expliquer ce que ça va signifier comme révolution pour vous. Donc je dis toujours à nos clients, à nos prospects, aux personnes que je rencontre, etc., que cette révolution du cloud computing, elle a un impact, c'est que le client est toujours le roi, sauf que le roi, c'est l'utilisateur. Et en l'occurrence, quand je dis ça, je le dis à des DSI, je le dis à des learning managers, je le dis à des responsables formation, je le dis à des DRH. Et donc ces gens-là, aujourd'hui, sont les clients. C'est vous, vous toutes et tous qui nous avez écoutés aujourd'hui, c'est vous le client. Sauf que le cloud, et donc ce que ça signifie, la mobilité, l'ubiquité, la synchronisation, etc., ça a comme impact que finalement le vrai décideur de ce que vous allez mettre en place, en termes de technologie, en termes de process, en termes d'outils, le vrai décideur, c'est l'utilisateur. Et le vrai décideur, c'est l'utilisateur, c'est votre salarié. Donc c'est lui qui va décider si, in fine, il a envie ou pas d'utiliser les technologies, les outils, les services que vous allez lui mettre dans les mains. Et pourquoi il peut avoir le choix, et donc, in fine, c'est lui le client? Mais parce que le monde des technologies regorge d'innovations qui ne cessent d'évoluer avec le temps et qui font que il est plus maître de son mode de fonctionnement qu'il ne l'était il y a une dizaine d'années ou il y a encore 5 ans. Alors le cloud, il faut aussi le regarder avec un autre mot-clé qui est l'accélération. Je voulais partager avec vous le mot-clé accélération en l'accolant à l'obsolescence des compétences. Alors vous avez sous les yeux en fait deux courbes de fréquence bien distinctes. Celle qui est en rouge, celle du haut, c'est une courbe, on va dire, où le cycle est sur un cycle de 5 ou 7 ans. C'est ce que vous vivez dans vos organisations, on regarde des technologies. Le poste de travail, si on parle de ça, évolue tous les 5 à 7 ans. Donc vous, en tant que learning manager, responsable formation, etc., vous êtes amené ou vous étiez amené à vous poser des questions sur le degré de compétence et l'obsolescence des compétences de vos salariés et des utilisateurs sur un cycle assez long de 5 à 7 ans. Eh bien, le cloud, je l'illustre avec une courbe beaucoup plus rapide, avec une fréquence beaucoup plus élevée, qui fait que les questions que vous devez vous poser, en étant abouti ou pas, en ayant réussi votre transformation digitale, peu importe, c'est à quel rythme vous devez vous organiser pour maintenir et développer les compétences digitales de vos utilisateurs. Et la courbe là, on voit bien qu'il y a
On regarde les deux, il y a un cycle de 5-7 ans, et puis graphiquement, c'est un cycle de 2 ans. Mais la réalité, si vous regardez des technologies mobiles, les réseaux sociaux d'entreprise, tout ce qui touche à la messagerie dans le cloud, etc., ce sont des technologies qui, certes, aujourd'hui évoluent grosso modo de façon annuelle, mais dont les évolutions vont s'accélérer de façon à devenir semestrielle, de façon à devenir trimestrielle. Et là, la question de qu'est-ce qu'une compétence et combien de temps elle est utilisable, concrètement, chaque utilisateur peut être compétent dans un domaine. Le problème, c'est que ce n'est pas dans 5 ans que cette compétence deviendra inutile, c'est que c'est dans les 3 mois qui viennent. Et donc la question de votre adaptation au rythme de ces évolutions technologiques est extrêmement importante. Troisième mot-clé, la consumérisation. Alors ça, c'est vraiment l'entrée des technologies personnelles au sein des organisations. Et j'ai fait un petit schéma, un petit dessin simple. Voilà. À gauche, vous avez avant les technologies dans vos organisations. À peu de choses près, elles étaient assez simples. S'agissant du poste de travail, s'agissant des outils utilisés quotidiennement, c'est un écosystème unique avec un PC, une licence Windows, une licence Microsoft Office. Ouais, mais ça, c'était avant. Et non pas demain, mais dès maintenant, la situation de vos employés au regard des technologies, eh bien, c'est cette mosaïque de couleurs que vous avez sur la droite. Donc avant, pour vous, en charge de la formation, c'était simple d'adresser des besoins de formation quand vous aviez un monolithe. Très simple, PC, Windows, Office. C'est pas très compliqué, les besoins ne peuvent pas être différents de cela, d'accord, puisque il n'y a que 3 dimensions. Bah oui, sauf que maintenant, vous avez quelque chose qui ressemble à une mosaïque. Si nous n'étions pas sur une page acrobate qui ne bouge pas, en fait, il faudrait que cette mosaïque à droite, elle clignote, parce qu'en fait, ça ne cesse d'évoluer. Ce qui veut donc dire que vos politiques de formation, vos investissements, ne peuvent plus être dans une logique où je sais ce que mes salariés utilisent, mais doivent être dans une logique, puisque je ne sais pas ce qu'ils utilisent et à quel rythme ils vont changer leur façon de travailler, d'accord, je dois m'organiser différemment en termes de formation, en termes d'innovation. Et donc le principe même de la formation très traditionnelle, je le dis de façon exprès, de façon à être très clivant, l'unité de temps, de lieu, de sujet comme une pièce de théâtre, la transformation digitale, le cloud fait voler en éclats cette façon de regarder la formation. Et ces deux schémas illustrent bien les problématiques que vous rencontrez déjà et qui ne vont ne cesser de s'accélérer. Et ça, c'est la consumérisation et c'est l'impact pour vous en termes de choix dans votre politique de formation. Soit vous continuez comme vous faites aujourd'hui, mais votre approche ne répondra pas aux enjeux technologiques, ou alors vous prenez conscience de cette diversité extrêmement importante. Et pour faire avancer et répondre à cette consumérisation, l'autre mot-clé que je trouvais intéressant, parmi tous les autres, j'aurais pu en prendre d'autres, c'est la notion d'employee first, user-centric, etc. etc. C'est facile à dire, mettre toujours le salarié au milieu du dispositif, etc. Je veux dire, tout le monde peut le dire, mais il ne faut pas que ça en soit une tarte à la crème. Il faut que ce soit illustré par des politiques, des organisations, des process, des investissements, des solutions qui répondent à ça. Et dans le domaine des technologies, et donc dans cette révolution digitale qui est devant vous, puisque le sujet de la transformation digitale, c'est comment on va faire pour adresser notre business, nos clients, nos process, nos fabrications, avec ces outils qu'on n'avait pas avant. Donc il va bien falloir tirer les compétences des utilisateurs vers le haut. À un moment ou à un autre, pour pouvoir le faire, compte tenu des éléments que je vous ai communiqué avant sur le rythme des changements, sur la consumérisation, c'est d'avoir une approche non pas top-down. Moi, HR manager, je sais ce sur quoi toi tu as besoin d'aller te former, parce que tu me l'as demandé. Mais au contraire, c'est de savoir, de se dire, il faut que je mette en place une solution qui font que chacun peut se former sur les sujets qui les concernent au quotidien. Et évidemment, la question est de savoir qui sait mieux, quels sont les sujets qui concernent tout un chacun dans une organisation. Eh bien, les technologies montrent que celui qui sait mieux, c'est l'utilisateur lui-même. Donc, il faut qu'il puisse se former sur les sujets qui l'intéressent.
Il faut qu'il puisse se former à son rythme, en fonction de son biorhythme professionnel, en fonction de son organisation, en fonction de là où il travaille, en fonction du temps qu'il a disponible. Et là, Michel parlait des frontières tout à l'heure entre la vie privée et la vie professionnelle, comment adresser ses besoins. C'est bien que les rythmes sont bien différents. Et il n'y a pas un ou deux rythmes, il n'y a pas on-off, je travaille pas. Il n'y a pas je travaille 10 minutes et puis après j'ai 2 minutes de temps disponible pour faire une formation. Il y a une diversité qui est extrêmement importante et sur laquelle il faut adapter les solutions qui sont proposées. Troisièmement, il faut que je puisse, en tant qu'utilisateur, me former quand j'en ai besoin. Et dans le domaine des technologies, s'il y a bien quelque chose qui est flagrant, c'est que c'est pas quand on a une difficulté, un problème ou un besoin de progresser sur X, Y fonctionnalité d'une solution, peu importe laquelle, qu'elle soit nouvelle ou ancienne, d'accord. Le process aujourd'hui, quand bien même la réforme de la formation professionnelle va démarrer cette année, le process de je demande une formation, puis après on regarde si c'est possible, et puis après, enfin c'est fini. Moi j'avais un problème aujourd'hui par rapport à un document ou par rapport à quelque chose que je devais faire dans la foulée. Les Américains appellent ça on the job, c'est-à-dire sur le poste de travail. Eh bien oui, quand j'en ai besoin, il faut que ce soit disponible. Donc c'est comme la formation, ça doit être comme l'électricité. C'est pas quand vous vous dites je veux allumer la lumière dans cette pièce qu'il faut contacter EDF pour que le courant arrive dans cet immeuble. Il faut qu'au moment où l'utilisateur appuie sur l'interrupteur, il ait cette information pédagogique qui recherche. Et puis dernier point sur l'employee first, j'ai rajouté ces drapeaux là-haut, les 6 drapeaux, les 6 langues. En fait, c'est les 6 langues que la solution vaut déclic elle couvre. Donc mon propos aujourd'hui n'est pas de parler de la solution, c'est juste de dire, mais avec le cloud, j'imagine qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont dans des grands groupes, des PME, des ETI, etc. Mais avec le cloud, tout le monde peut avoir une activité à l'international, à l'export, avec des effectifs dans d'autres pays, au Mexique, en Chine, en Inde, au Canada, en Allemagne. Vous pouvez innover et mettre en place des solutions de formation qui, pour la première fois, grâce au cloud, vous permettront d'avoir un message et une politique en termes de performance pédagogique qui est identique, quel que soit le pays. Et si vous prenez les cycles historiques de développement dans les technologies, eh bien, un grand groupe d'une dizaine de milliers de personnes, par exemple, n'avait pas les mêmes technologies en France ou dans d'autres pays. Comment adresser les besoins de formation quand il n'y a pas de cloud et quand les technologies utilisées d'un pays à un autre ne sont pas les mêmes? Aujourd'hui, les technos sont les mêmes et le cloud vous permet d'adresser ce message à chacun des employés. Avant-dernier mot-clé, l'optimisation. Alors ça, c'est quelque chose que moi je prends sur un axe simple. Pour optimiser la performance d'une entreprise, tous les salariés doivent accéder aux formations digitales et pas seulement ceux qui osent les demander. Demander une formation, c'est un modèle qui va disparaître dans les 5, 10, 15 prochaines années. La transformation digitale va pousser à ça. Il faut que vous rentriez toutes et tous dans une logique où comment vous pouvez optimiser votre budget formation. Eh bien, je pense qu'il est temps que vous payiez et que vous investissiez pour que chaque personne dans votre organisation ait accès à ce dont il a besoin au moment où il en a besoin, et non pas d'investir beaucoup pour les peu de personnes qui vous demandent des formations. Bien évidemment, ce que je vous dis là, c'est dans le domaine du digital, c'est dans le domaine de la performance individuelle, c'est pas dans d'autres domaines. Mais il y a une nuance forte entre je paye et je finance une formation à quelqu'un et j'innove en mettant en place une solution qui font que quiconque qui a un besoin à un moment sait où il va trouver une solution pédagogique à ses problèmes. Et donc, ça veut dire que vous comprenez en faisant ça qu'au moment où vous demandez, lors de la construction du plan de formation, qui a besoin d'une formation sur quoi, la plupart des gens ne savent pas répondre au moment où vous leur demandez, n'ont pas envie de vous répondre au moment où vous leur demandez, et eux-mêmes ne le savent pas. Et ils s'en rendent compte au moment où ils rencontrent la problématique ou le besoin, et c'est à ce moment-là qu'ils doivent avoir une solution de formation. Dernier mot-clé, start-up. Vos déclics, c'est une start-up. Mais qu'est-ce que c'est une start-up? C'est le cœur de l'innovation. C'est en travaillant avec des start-up dans le monde de la formation que vous pourrez innover. Mais une start-up, ce n'est pas que des gens qui, sur le papier, dans la théorie, pensent pouvoir innover.
Vodéclic, c'est toujours une start-up qui innove beaucoup, mais qui est en très forte croissance. Vous pouvez voir en bas à droite le logo Deloitte Technologies FAST 500. Vodéclic, eh bien, nous avons un taux de croissance en termes de chiffre d'affaires qui est de plus de 1500% sur les 5 dernières années, qui nous a amené à rentrer dans le classement européen des entreprises de technologie en plus forte croissance. Donc là, vous avez quelques logos de nos clients, mais ça montre simplement que les startups dans le domaine de l'innovation et dans le domaine de la formation, du e-learning, d'accord, elles apportent des vraies solutions concrètes aux clients. Thales, L'Oréal, Rabot du Tilleul, Metro Cash & Carry, Siemens, Latécoère, Vallourec, Stago, Truffaut, etc. Vous avez toutes les verticales industrielles qui peuvent exister. Donc vous pouvez avoir confiance dans les startups françaises pour vous aider à innover, qu'elles soient dans une verticale comme nous dans le domaine digital, ou qu'elles soient dans d'autres contenus, ou qu'elles soient dans des technologies type LMS, etc., etc. Donc ça, ce sont quelques commentaires que je peux faire sur les différents mots-clés qui illustrent la transformation digitale qu'exprimait Michel. Bien évidemment, si vous voulez et si vous avez besoin d'en parler plus en amont, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant, on y répondra avec plaisir avec Michel. Merci à Xavier, merci à Michel pour ces présentations et témoignages. Alors, vous avez été nombreux à envoyer vos questions. Alors, en voici quelques-unes. Une première pour Xavier. Comment convaincre les salariés qui sont réticents au digital? Voilà une question que je trouve pas très simple, parce que je ne suis pas sûr du fond de la question. Moi, je ne connais pas de salarié réticent au digital. Un salarié, c'est qui? C'est une personne comme vous et moi, donc je ne sais pas qui a posé la question, qui utilise tous les jours des technologies à titre personnel et qui, a priori, avec son iPhone ou son Samsung, avec ce que vous voulez, n'est pas réticent au digital. Donc la question, c'est plutôt non pas comment les convaincre de leur réticence, c'est comment leur expliquer que ce que peut proposer une organisation en termes de formation sous forme digitale, d'accord, va apporter un résultat plus important, plus significatif et plus performant pour l'utilisateur. On utilise très souvent dans nos présentations le fait que l'homme de Cro-Magnon de la bureautique a disparu. Oui, l'homme de Cro-Magnon de la bureautique, c'est cet utilisateur, il y a 20 ans, qui découvrait pour la première fois ce qu'était un ordinateur dans le cadre de son travail. Mais ce monde-là a disparu. Je pense que pour résoudre cette problématique-là, qui je pense est une problématique de façade, la question de la communication et de l'engagement des organisations dans cette transformation digitale, elle est essentielle. Mais en tout cas, la question pointe quelque chose qui est crucial. Dans la transformation digitale, toutes les organisations peuvent faire des investissements massifs en conseil, en technologie, en process, en recrutement, en organisation. Tout ça est complètement vain si les performances individuelles et les compétences individuelles des salariés ne progressent pas. Donc la transformation digitale pour toutes les organisations, toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui, d'accord, ce sera un échec si vous, les responsables de formation, vous ne prenez pas en main le fait qu'il va falloir former de façon différente chacun de vos salariés. Merci Xavier. Une autre question pour Michel, une question sémantique. Quelle est la différence finalement entre le e-learning et ce qu'on appelle le digital learning? Oui, j'ai peut-être pas été précis là-dessus, mais je peux, premier axe de réponse, le présentiel aujourd'hui. Le présentiel, c'est une modalité pédagogique qui peut être plus qu'enrichie, qui peut être revisitée par le digital. Et on peut avoir des activités de type digital pendant le présentiel. Donc le digital va bien au-delà du e-learning de ce point de vue-là, qui serait de l'auto-formation finalement asynchrone à distance. Le e-learning dans sa définition la plus courte, c'est celle-là finalement. C'est celle d'un film d'écran dont on n'a pas arrêté de voir d'ailleurs la durée se réduire. Elle était d'1 heure, 1 heure et demie il y a encore une dizaine d'années. Aujourd'hui, les films sont des films de 5 minutes à 10 minutes, rarement au-dessus d'ailleurs. L'apprenant est devant son poste de travail, assez rarement encore devant son smartphone ou que sais-je, a fortiori pour des films de 10 minutes qui seraient trop longs pour un smartphone. Et puis il déroule ce film avec des activités pédagogiques
pédagogiques, un parcours de connaissances, des activités de mise en pratique qui s'expriment essentiellement d'ailleurs sous forme d'interactivité dans des quiz qui permettent donc d'évaluer les connaissances acquises. Ça, c'est la définition restreinte du e-learning tel qu'il était utilisé. Puis en parallèle de ça, on a utilisé le terme de e-learning plus vastement, comme chaque fois que finalement il y a du numérique qui vient se glisser à l'intérieur d'une activité formation, on peut considérer que on est déjà dans un dispositif de e-learning. Sauf que le e ramenait soit à électronique, soit en ligne, et on voit qu'il y a bien d'autres activités digitales dans la formation que les activités en ligne notamment. Donc je crois que le fait d'appeler maintenant, de parler de digital learning, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus souple, et ça englobe effectivement toutes les diverses activités. Et puis en plus, ça vient connoter digital marketing, digital finance, etc. C'est-à-dire qu'au fond, les départements métiers ou supports dans les entreprises qui se transforment sous le coup du digital parlent bien de digital et ne parlent pas de quelque chose. Donc voilà ce que je pourrais très rapidement dire. Pour moi, le digital learning à venir, c'est un digital learning où on réconcilie les apprentissages sociaux, apprentissage informel, la formation structurée, on réconcilie toutes les modalités pédagogiques qui existent, ce qui suppose un gros effort de formation, de développement de compétences sur l'ingénierie pédagogique, sur l'ingénierie de formation par les départements formation. Et on est plus, j'ai beaucoup aimé la mosaïque que Xavier a présentée précédemment, on est vraiment dans cette mosaïque-là. Est-ce que je peux rajouter une petite image pour illustrer ça, Michel? Je dirais que je vais faire le comparatif. E-learning et digital learning. Un jeu vidéo comme quoi par exemple? Un jeu vidéo classique que vous pouvez, sur lequel vous pouvez jouer sur une console qui coûte 70 € et vous jouez dans votre salon sur une console, ça c'est du e-learning. Candy Crush, vous jouez de façon perso, égoïste, dans votre coin, dans le métro, dans le bus, en vacances, avant de vous coucher, et ça coûte 1,79 € et vous payez 1,79 € de temps en temps pour gagner des gemmes additionnels. Dans les deux cas, c'est un jeu vidéo. Dans les deux cas, c'est une affaire de côté ludique pour se vider la tête, etc., etc. Mais c'est la même différence. Donc, le e-learning, c'est j'utilise un tuyau et en fait, ça a démarré par je prends une caméra et je filme un formateur et je regarde sur mon écran, mais la façon de former ne change pas. C'est du présentiel à distance. Le digital learning, c'est j'utilise les outils, les technologies, les débits, les tailles d'écran, le côté tactile, etc., etc., pour changer ma façon de formation. Et ce qui est intéressant, c'est que ce dont on parle aujourd'hui, c'est le digital learning, et on dit, bah oui, très bien, c'est ça, etc. Mais si je prends le cas de Vodéclic, quand nous sommes arrivés sur le marché il y a 5 ans, avec des modules de formation de 4 minutes en moyenne, le marché, à l'époque, nous disait, mais c'est un scandale, c'est pas de la formation, ça. Une formation, ça doit durer 3 heures, ou en ligne, ça doit durer au moins 1 heure. Donc, les différences et le regard sur ces changements évoluent avec le temps. Mais la différence, c'est fondamentalement ça. Et Candy Crush et un jeu sur une console, PlayStation, etc., ça reste un jeu vidéo, mais c'est juste pas du tout la même chose et pas du tout la même approche. C'est pareil pour le e-learning et le digital learning. Oui, merci pour ce complément, Xavier. J'ai une autre question pour toi. Suivre une formation digitale, est-ce déjà un moyen de digitaliser ses compétences, même si le thème de la formation n'a rien à voir avec le digital? Ah bah, très clairement. Parmi les différentes raisons pour lesquelles nos clients font appel à nous, je pense aux 15% du sondage tout à l'heure qui ne font pas de e-learning, c'est justement de se dire comment je vais tirer mon entreprise dans une logique digitale s'agissant de la formation. Et donc j'ai besoin de pouvoir proposer quelque chose qui est en termes de solution totalement dans le cloud et totalement digital, mais j'ai besoin d'une solution qui va concerner quasiment l'intégralité des effectifs. Et ça permet aux responsables formation d'avoir un premier succès pour brancher une nouvelle façon de faire
dans une organisation pour pouvoir derrière le dupliquer, le déployer dans le domaine des process, des sécurités, du management, de la vente, etc., etc. Et il y a un terme bien connu, Michel, tu pourras peut-être en parler derrière, qui est « the medium is the message », c'est que dans la communication, le média qui est utilisé fait lui-même partie du message. Et c'est exactement le cas dans lequel nous sommes. Est-ce que Twitter, malheureusement, avec ses événements difficiles et dramatiques la semaine dernière, Twitter a bien démontré que c'était une source d'information au même titre qu'un média traditionnel, mais juste de façon complètement différente. Et la transformation digitale dans les médias, c'est ça aussi. C'est est-ce qu'on a envie d'attendre un article sur tel ou tel journal, ou alors on se contente d'un message de 140 caractères instantané sur Twitter. C'est pas la même info, c'est pas le même type de contenu, il n'y a pas le même recul, ça reste de l'information. Donc pour digitaliser une organisation et un processus de formation, commencer par la digitalisation elle-même en termes des contenus pédagogiques, je pense que c'est une très bonne chose. Alors écoute, moi je voudrais, pour conclure là-dessus, parce que Aude ne nous laisse plus de questions, on a dépassé le temps, mais revenir sur ce que tu venais de dire, que je trouve très juste quand tu dis le média c'est le message. Au fond, tu es en train d'exprimer une nouvelle frontière abolie, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'un côté le message qu'on étudie séparément et d'un autre côté le média. Au fond, les deux doivent être pensés simultanément et se conditionnent mutuellement. Ça, c'est une comment dirais-je, une suggestion aux responsables formation d'aller étudier de près justement ce que sont ces nouveaux médias, parce que du coup, ils vont influer directement, non plus sur les modes de production, les modes de consommation, ça va de soi, mais tout simplement sur ce que sont même les messages. Donc, je trouve très intéressant cette nouvelle frontière qui saute et que tu viens de préciser. Je t'en remercie, Xavier. Voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Alors, merci à tous pour votre participation nombreuse et les échanges que nous avons eus. Je remercie également nos deux speakers pour leur brillante intervention. Je vous rappelle que le livre blanc vous sera envoyé fin de semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite à tous un bon appétit et je laisse le mot de la fin à Xavier et Michel. D'abord Xavier. Oh non, bah, le mot de la fin pour moi c'est merci beaucoup de votre temps, etc. Et n'hésitez pas, si vous voulez faire progresser vos organisations, on est là pour vous aider. Et bien le mot de la fin, c'est que j'ai découvert que Aude et Xavier partagent une passion pour Candy Crush, mais ça je m'en doutais, parce que de temps en temps je la vois au bureau pour se détendre jouer à Candy Crush, mais je ne le savais pas de ton côté, Xavier. J'aurais pu citer un autre jeu, Michel. Hein. Ouais. Et merci effectivement à tout le monde. On était près de 200 à notre pic du webinaire aujourd'hui. Merci à tout le monde de votre participation et Xavier aux échanges que nous avons eus et qui ont permis de nourrir ce travail en commun. À très bientôt et au revoir à tout le monde. Merci beaucoup. Et encore une fois, bonne année.